Ses haltères étaient moins pesants que la trahison elle-même. Nathan Cross avait découvert que sa femme portait l'enfant d'un autre homme en son sein le jour même où elle lui présentait des documents le rendant financièrement responsable de son éducation. La profonde ironie de la situation ne lui échappait pas alors qu'il était assis dans son camion, garé juste devant la clinique. Il serrait contre lui les résultats du test de paternité, preuve froide et irréfutable qui corroborait les soupçons qui lui rongeaient les entrailles depuis des mois. Le sifflet de l'usine résonnait dans le ciel sombre et gris de Cleveland en ce mois de décembre, annonçant la fin d'une nouvelle et épuisante journée de travail. Avec un soin méticuleux, Nathan plia les papiers compromettants et les glissa dans la poche de sa veste, les nichant à côté de l'enregistreur qu'il portait discrètement depuis 3 semaines. Tout était sur le point de subir un bouleversement sismique, mais pas de la manière dont Lena l'imaginait. La neige cristalline crissait bruyamment sous les bottes de Nathan alors qu'ils traversaient l'allée menant à leur modeste maison à 2 étages. À 38 ans, il avait consacré 15 ans à trimer de nuit à Cleveland Steel, économisant avec diligence chaque centime pour que Lena puisse poursuivre ses ambitions universitaires et gravir les échelons chez TechFlow Solutions. Maintenant, elle percevait un salaire 2 fois supérieur au sien, occupant le poste de responsable des ressources humaines. Il pouvait discerner les subtiles nuances dans son regard, une perception persistante qu'il n'était qu'une simple relique d'une vie qu'elle avait depuis longtemps transcendée. « Tu es en retard », résonna la voix de Lena depuis la cuisine alors qu'il se débarrassait de son manteau. Son attention restait rivée sur l'écran de son ordinateur portable, ses doigts dansant sur les touches avec une dextérité consommée. Bien qu'elle soit enceinte de 8 mois, elle maintenait méticuleusement l'apparence soignée et raffinée qui avait initialement captivé son attention lors d'une réunion universitaire 2 décennies auparavant. Cheveux auburn, impeccablement coiffés, maquillage, parfaitement appliqué malgré l'heure tardive, approchant minuit. Heure supplémentaire, répondit Nathan, s'installant dans le fauteuil inclinable usé qui avait appartenu à son père. Les factures ne se paient pas toutes seules. Le rire de Lena était dépourvu de toute chaleur véritable. À ce propos, il faut qu'on parle. Elle ferma son ordinateur portable et se tourna pour lui faire face, sa main reposant doucement sur son abdomen visiblement arrondi. Le geste semblait répété, presque calculé. Nathan était devenu expert dans la reconnaissance de ces moments cruciaux où Lena était parvenue à une conclusion décisive et se contentait de la présenter sous le couvert d'une discussion mutuelle. Miles pense que nous devrions envisager un endroit plus grand, commença-t-elle, d'une voix mesurée, quelque chose de plus adapté à notre famille qui s'agrandit. La mâchoire de Nathan se contracta involontairement. Miles Rowan, le directeur des ventes de l'entreprise de Lena, était un motif récurrent dans leur conversation depuis les 6 mois précédents. C'était toujours « Miles pense ceci » ou « Miles dit cela ». Miles possédait une connaissance encyclopédique de l'immobilier, Miles possédait une compréhension aiguë des investissements. Nathan l'avait rencontré à 2 reprises, un homme grand, à la silhouette impeccable, qui rayonnait le genre de confiance inébranlable qui découle d'une vie dépourvue de rejet. Miles pense beaucoup de choses, rétorqua Nathan, choisissant soigneusement ses mots. Mais ce n'est pas lui qui paie l'hypothèque. C'est précisément le problème, résonna la voix de Lena avec l'arrogance qu'il remarquait de plus en plus ces derniers temps. Tu t'accroches toujours à l'état d'esprit des étudiants fauchés. Je gagne de l'argent, maintenant, Nathan. Nous pourrions facilement nous offrir quelque chose de mieux. Nous pourrions nous offrir une multitude de choses si nous ne nous efforcions pas perpétuellement d'impressionner tes collègues de travail tous les week-ends. Les mots non prononcés restèrent suspendus dans l'atmosphère chargée entre eux. Les yeux de Lena papillonnèrent d'une émotion que Nathan ne pouvait pas définitivement déchiffrer. Étaient-ce de la colère? De la culpabilité? Ou simplement de l'exaspération de devoir perpétuellement maintenir la mascarade? C'est vraiment ce que tu penses? Que j'essaie d'impressionner les gens? Elle se leva gracieusement, glissant vers la fenêtre. Peut-être suis-je simplement lasse de prétendre que nous sommes heureux alors qu'il est manifestement clair que nous ne le sommes pas. Nathan sentit une peur glaciale commencer à s'installer au creux de son estomac. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que nous devons être honnêtes au sujet des réalités de notre situation. Lena pivota de nouveau vers lui, son expression s'adoucissant subtilement dans ce qu'il reconnaissait maintenant comme son masque de manipulation. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions lorsque nous avons échangé nos vœux. Nous désirons des choses différentes. Je veux la même chose que j'ai toujours voulu, une famille. Une maison. Quelqu'un qui ne me considère pas comme si j'étais un objet disgracieux accroché à la semelle de sa chaussure. Ne sois pas mélodramatique. Lena se rapprocha, tendant la main vers lui. Je t'aime, Nathan.
Mais peut-être devons-nous explorer ce qu'implique ce sentiment dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Peut-être devons-nous adopter une plus grande ouverture. Le mot résonna en lui comme une agression physique. Ouverture. Il existe des couples qui gèrent avec succès de tels arrangements, qui sont francs sur leurs besoins respectifs plutôt que de s'étouffer mutuellement avec des attentes désuètes. Son pouce traça un motif délicat sur ses jointures. Miles a des amis qui... Arrête. Nathan retira brusquement sa main. Arrête ça. Je m'efforce de sauver notre mariage, Nathan. Je m'efforce de découvrir un chemin pour que nous deux atteignions le bonheur. En ayant des relations intimes avec d'autres personnes? En étant transparents sur nos désirs au lieu de simuler le contentement dans un fantasme désuet des années 50? La voix de Lina monta d'un ton. Puis, elle se reprit rapidement, jetant un coup d'œil furtif vers l'escalier. Écoute, je reconnais que cela s'écarte de la tradition, mais peut-être que la tradition n'est plus adaptée à nos besoins. Nathan se leva lentement, se sentant comme s'il pataugeait dans de l'eau visqueuse. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps as-tu des relations sexuelles avec lui? Le silence qui suivit s'étendit entre eux, épais et palpable. Le visage de Lina subit une succession rapide de changements émotionnels. Surprise. Calcul. Résignation. Finalement, elle releva le menton avec l'air provocateur qu'il avait autrefois trouvé si séduisant. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Nous discutons de l'avenir, pas du passé. Ça a de l'importance pour moi. 3 mois, avoua-t-elle à voix basse. Peut-être 4. Je n'ai rien orchestré, Nathan. C'est simplement arrivé. Nathan hocha la tête d'un air détaché, comme si elle lui avait simplement fourni les prévisions météorologiques du jour. Et le bébé, qu'en est-il du bébé? Est-ce le mien? Le visage de Lina se vida de toute couleur. Bien sûr que c'est le tien. Comment peux-tu même envisager une telle question? Parce que le timing coïncide plutôt bien, n'est-ce pas? Il y a 4 mois, tu travaillais souvent tard, tu assistais à ces exercices de team building, tu rentrais à la maison en sentant l'eau de Cologne coûteuse. Tu es paranoïaque. Vraiment? Nathan fouilla dans la poche de sa veste et en sortit les documents pliés. Parce que je possède déjà la réponse. Le regard de Lina resta fixé sur les résultats du test de paternité, son visage un kaléidoscope d'émotions contradictoires. Tu as fait tester mon bébé. J'ai fait tester le bébé que tu portes. Celui pour lequel tu souhaites que je signe des papiers. Celui sur lequel tu perpétues un mensonge depuis des mois. Nathan, je peux t'expliquer. Peux-tu? Peux-tu expliquer pourquoi tu conspires pour faire passer la progéniture d'un autre homme pour la mienne? Peux-tu expliquer pourquoi tu me permets d'acheter des meubles de chambre d'enfant et de peindre la chambre d'amis pendant que toi et tes confidentes vous moquez secrètement de la situation? Je ne me suis jamais moqué de la situation. Non. Nathan récupéra son téléphone et lança un enregistrement. La voix de Lina, claire et tranchante, émanait du haut-parleur. Il est tellement pathétique, vraiment, à demander si j'ai besoin d'aide avec mes vitamines prénatales alors qu'il ignore qu'elles ne sont pas destinées à son enfant. Miles pense que nous devrions simplement l'informer après la naissance. En faire un fait accompli. La voix de Carly, l'amie de Lina, répondit de même. C'est brutal. J'adore. Il ne t'abandonnera jamais. Il est trop gentil. Nathan arrêta l'enregistrement. C'est arrivé mardi dernier. Tu déjeunais dans ce nouvel établissement sur Euclide. Tu m'as suivi. Je suis passé en voiture près de vos voies, Carrie. Nathan remit le téléphone dans sa poche. Un aspect plutôt amusant de ces documents de paternité que tu souhaites que je signe, ils ne concernent pas seulement la reconnaissance de l'enfant. Ils concernent la prise en charge de la responsabilité légale de la pension alimentaire. Même en cas de divorce. Le sang-froid de Lina finit par s'effondrer. Nathan, s'il te plaît, permets-moi de m'expliquer. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Nathan se dirigea vers l'escalier. C'est la chose la plus simple au monde. Tu as décidé que je ne te convenais plus, mais tu voulais me garder pour financer ta nouvelle existence. Toi et Miles avaient bien ri aux dépens de l'ouvrier d'usine Simplet qui élèverait l'enfant d'un autre homme. Et merci pour ce privilège. Où vas-tu? Préparer quelques affaires. Je vais habiter chez Victor pendant un certain temps. Nathan, attends.
Nous pouvons résoudre ça. Le bébé ne doit rien changer entre nous. Il s'arrêta au pied de l'escalier. Tu as raison. Ça ne change rien. Parce qu'il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. J'étais juste trop obtus pour le comprendre. Ne fais pas ça. N'oublie pas 20 ans à cause d'une erreur. Une erreur? Nathan se retourna pour lui faire face. Quel élément constituait l'erreur? Avoir des relations sexuelles avec Miles? Concevoir un enfant? Ou être appréhendé? Le visage de Lina se durcit. Très bien. Tu veux jouer le rôle de la victime? Joue la victime. Mais ne prétends pas que c'est entièrement de ma faute. Tu t'es désintéressé de ce mariage il y a longtemps. Tu as cessé de t'efforcer d'être l'homme que je voulais. Et quel genre d'homme est-ce, Lena? Celui qui gagne suffisamment d'argent pour t'acheter une résidence dont tu peux te vanter? Celui qui est esthétiquement plaisant à tes côtés lors des galas d'entreprise? Celui qui ne t'embarrasse pas en présence de tes fréquentations instruites? Celui qui n'abandonne pas ses ambitions à 38 ans? Ces mots frappèrent avec une force que Nathan n'avait pas anticipée. Il fixa sa femme, sa future ex-femme, et contempla une étrangère. À quel moment s'était-elle transformée en quelqu'un capable de proférer de telles cruautés? À quel moment était-il devenu quelqu'un qui les méritait? Tu as raison, concéda Théil doucement. J'ai effectivement abandonné mes ambitions. J'ai abandonné l'idée que je possédais une valeur intrinsèque. J'ai abandonné la conviction que quelqu'un pourrait véritablement m'aimer pour qui je suis, et non pour ce que je pouvais fournir. Il commença à monter les escaliers. Ça s'arrête maintenant. Nathan, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Il s'arrêta sur le palier. Tu pensais chaque syllabe. Et pour la première fois depuis des mois, nous sommes enfin en train d'avoir une véritable conversation sincère. 20 minutes plus tard, Nathan portait un unique sac de sport jusqu'à son camion. Lina se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, ses bras enroulés autour d'elle-même pour se protéger du froid mordant. Ce n'est pas fini, déclara-t-elle. Tu ne peux pas simplement te dérober à tes responsabilités. Nathan déposa son sac sur le siège passager et se retourna pour lui faire face. Tu as raison. Je ne peux pas me dérober à mes responsabilités. Mais je peux me dérober à tes mensonges. Il suivit les rues désertes de Cleveland, en passant devant les usines fermées et les devantures barricadées qui avaient autrefois constitué le cœur vibrant d'une métropole prospère. À un feu rouge, il sortit son téléphone et composa le numéro de Victor. Nathan, tout va bien? Je peux squatter chez toi quelques jours? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Bien sûr que tu peux. Tu sais où se trouve la clé de rechange. Nathan raccrocha et reprit la route. Dans son rétroviseur, il pouvait discerner la faible lueur émanant de la maison qu'il avait appelée chez lui pendant 15 ans. Mais un foyer n'était pas seulement un lieu physique, réalisa-t-il. C'était la sensation intangible d'être désiré, d'être valorisé, d'être chéri pour ses qualités intrinsèques plutôt que pour ses contributions matérielles. Il avait consacré 2 décennies à s'efforcer d'être digne d'amour. Maintenant, il était sur le point de découvrir ce que cela faisait de cesser de se focaliser sur la notion de mérite. L'appartement de Victor, un ensemble de 3 pièces embaumant les odeurs de cigarettes et de café, était perché au-dessus d'un magasin de quartier niché au cœur du vieux quartier polonais. Victor lui-même présentait un paradoxe, un diplômé de philosophie de l'université Case Western Reserve qui avait trimé dans des usines pendant 2 décennies. Un homme qui dévorait Nietzsche pendant ses pauses déjeuner et qui pouvait refaire une transmission les yeux bandés, et elle se pavanait avec un joli garçon pendant que tu payais les factures, déclara Victor, versant du café d'une cafetière qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Des décennies. Tu savais ça depuis quand? Demanda Nathan. Je me doutais depuis des mois, j'ai eu la confirmation hier. Nathan s'assit à la table de la cuisine, le regard fixé sur les résultats du test de paternité. Une partie de moi admire presque la planification méticuleuse, tomber enceinte, me convaincre de signer les papiers. Puis, même si je découvrais la vérité plus tard, je serais légalement responsable. Quelle est ta prochaine étape? Demander le divorce? Contester la paternité? Tout recommencer? Victor alluma une cigarette et s'appuya contre le comptoir. C'est ce qu'un homme raisonnable ferait. Mais, insista Nathan. Mais les hommes raisonnables ne se retrouvent généralement pas ici à 2 heures du matin avec toute leur vie entassée dans un sac de sport.
Les yeux de Victor, perçant derrière ses lunettes à monture métallique, scrutèrent Nathan. La question cruciale est, quel genre d'homme es-tu vraiment? Nathan réfléchit à cela. J'ai toujours cru être un homme bon. Correct. Juste. Quelqu'un qui honorait ses engagements et traitait les gens avec respect. Et où ce comportement louable t'a-t-il mené? Tu t'es fait manipuler. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être bon, rétorqua Victor. Victor s'installa en face de lui. Peut-être qu'il est temps d'être efficace. C'est-à-dire, demanda Nathan. C'est-à-dire qu'elle t'a déclaré la guerre il y a des mois. Tu ignorais simplement que tu te battais. Victor tapa sa cigarette dans une tasse à café. Maintenant, tu peux soit te rendre, soit riposter. Mais si tu choisis de te battre, tu ferais mieux de t'assurer de sortir vainqueur. Nathan consacra les 3 jours suivants à méditer sur les paroles de Victor. Il alla au travail, retourna dans son petit appartement et élabora une stratégie. Ce n'était pas le genre de planification auquel il s'était adonné toute sa vie, prudente, conservatrice, toujours attentive aux conséquences. C'était quelque chose de distinct, de stratégique. Le vendredi, il simula la maladie et se rendit en voiture au centre-ville de Cleveland. Sa destination initiale était le bureau d'un avocat dans la Terminal Tower, où il rencontra Patricia Walsh, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et à l'attitude pragmatique acquise après des années passées à traiter avec des conjoints menteurs, spécialisés dans le droit de la famille. Vous souhaitez contester la paternité et demander le divorce, déclara-t-elle, en examinant ses documents. C'est assez simple. L'enregistrement que vous possédez n'est pas admissible au tribunal, mais il est précieux pour les négociations. Qu'en est-il des papiers qu'elle voulait vous faire signer? Une sage décision de ne pas les avoir signés. Dans l'Ohio, si vous signez une reconnaissance de paternité, il est extrêmement difficile de la contester par la suite, même avec une preuve d'acide désoxyribonucléique. Patricia se renversa dans son fauteuil. Votre femme n'est pas stupide, elle savait précisément ce qu'elle faisait. Puis-je obtenir une pension alimentaire, demanda-t-elle. Peu probable. Vous travaillez tous les deux, et elle gagne plus que vous. Cependant, nous pouvons plaider pour une rupture nette, sans pension compensatoire dans aucun des deux sens. Nathan acquiesça. Et la maison? Un bien commun que vous devrez vendre, ou l'un de vous rachètera la part de l'autre. Patricia griffonna des notes sur son bloc juridique. Je dois vous demander, êtes-vous certain de vouloir poursuivre cette voie? Le divorce est coûteux et émotionnellement épuisant. Parfois, les couples se réconcilient. Nous avons dépassé ce point, répondit Nathan. Nous déposerons les documents lundi. Dans l'intervalle, documentez tout. Conservez des traces de toutes vos interactions avec votre femme. Et Nathan, ne faites rien de stupide. Quel que soit votre âge, ne lui donnez pas de munitions à utiliser contre vous. L'étape suivante pour Nathan fut une salle de sport dans le quartier des Flats, un entrepôt reconverti où s'entraînaient des combattants sérieux. Il l'avait découverte en ligne, attiré par l'honnêteté brute des photos, pas de machines chromées ni de miroirs, juste des sacs de frappe lourds, des tapis usés et des hommes qui semblaient avoir été témoins de violences réelles. Le propriétaire, un ancien marine nommé Tommy Sullivan, possédait le physique d'une borne d'incendie et portait des cicatrices qui racontaient des histoires silencieuses. Il scruta Nathan avec le genre d'évaluation découlant d'années passées à juger la capacité des hommes à la violence. « Tu t'es déjà battu ?» demanda Tommy. « Au lycée, lutte. Rien de sérieux. Que cherches-tu ? À apprendre à infliger de la douleur sans finir en prison, répondit Nathan. Tommy sourit. Boxe, alors. Peut-être un peu de jiu-jitsu. Légal, tant que c'est consenti. Il fit un geste vers les sacs de frappe. Tu as l'air d'avoir de la rage à dépenser. Quelque chose comme ça. Bien, la rage est un carburant. Tu dois juste apprendre à la contrôler. Tommy lui tendit une paire de gants. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Nathan passa l'heure suivante à frapper les sacs jusqu'à ce que ses jointures saignent à travers les gants. Cela faisait du bien mieux que bien. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression d'agir au lieu de simplement encaisser. Tu as du potentiel, déclara Tommy alors que Nathan se séchait avec une serviette, mais tu te bats avec colère. Les combattants en colère font des erreurs. Reviens mardi, nous commencerons à t'apprendre à te battre intelligemment. Ce soir-là, Nathan retourna à la maison pour récupérer d'autres vêtements. Lina était dans le salon, engagée dans une conversation téléphonique.
Elle leva les yeux quand il entra, son expression sur ses gardes. « Je dois y aller, Nathan est là, dit-elle au téléphone. Elle raccrocha et se tourna vers lui. « Il faut qu'on parle. »« Non, ce n'est pas nécessaire. » Nathan se dirigea vers les escaliers. « Je ne signerai aucun papier de divorce, » déclara Lina. Nathan s'arrêta net. « Tu n'as pas le choix. »« Si, j'en ai un. Si je peux contester le test, je peux faire traîner ça pendant des années, Nathan. Rendre la chose coûteuse. La rendre laide. » La voix de Lina était calme, contrôlée. « Ou, nous pouvons parvenir à un accord. »« Quel genre d'accord ?» demanda Nathan. « Tu ne contestes pas la paternité. Tu m'aides à élever le bébé. En échange, je serai discrète à propos de Miles. Nous pouvons même trouver une sorte d'arrangement. Tu veux dire continuer à faire semblant d'être marié pendant que tu continues à avoir une liaison. Je veux dire, agir comme des adultes au lieu de faire les drama queens. » Lina se leva, se rapprochant. « Réfléchis Nathan. Tu repars les mains vides. J'obtiens la maison, le bébé, et tu dois quand même payer une pension. Ou alors, nous restons mariés. Tu aides à élever un enfant, et tout le monde est heureux. »« Tout le monde sauf moi, » rétorqua Nathan. « Tu feras, tu fais toujours. » Nathan fixa sa femme, la voyant clairement peut-être pour la première fois. Elle n'était ni cruelle ni mauvaise, elle était pragmatique. Dans son esprit, il s'agissait simplement d'une autre négociation, d'un autre problème à résoudre. Le fait qu'elle lui demande de vivre un mensonge, d'élever l'enfant d'un autre homme, de faire semblant d'être heureux pendant qu'elle poursuivait sa liaison, ce n'était que des détails à gérer. « Je vais y réfléchir, » dit-il finalement. Lina sourit. « Bien, prends ton temps, mais pas trop longtemps. Je commence à être visible maintenant, et les gens commencent à poser des questions. » Nathan monta à l'étage et emballa plus de vêtements dans leur chambre, sa chambre, maintenant. Il remarqua l'eau de Cologne de Miles sur la table de chevet. L'homme avait été dans leur maison, dans leur lit, pendant que Nathan était au travail. La rage qui couvait depuis des semaines menaçait de déborder. Au lieu de cela, il récupéra son téléphone et commença à enregistrer. 15 décembre, 20h30. Lena Cross a menacé de contester la procédure de divorce à moins que j'accepte d'élever l'enfant de Miles Rowan comme le mien. Elle a également admis avoir autorisé son amant à accéder au domicile conjugal. Il empocha le téléphone et termina de faire ses bagages. En partant, il s'arrêta dans la cuisine et ouvrit l'ordinateur portable que Lina avait laissé sur le comptoir. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, leur date d'anniversaire et sa messagerie était toujours ouverte. Nathan passa 10 minutes à lire les messages échangés entre Lena et Miles. Les détails étaient bien pires qu'il ne l'avait imaginé. Ils n'avaient pas simplement une liaison, ils planifiaient un avenir ensemble. Miles cherchait des appartements, Lina se renseignait sur des avocats spécialisés dans le divorce. Ils avaient discuté de la manière de maximiser la pension alimentaire que Nathan devrait verser tout en minimisant leur propre exposition financière. Le dernier message de la chaîne était de Miles, envoyé cet après-midi, « Bébé devient suspicieux. Peut-être devrions-nous nous calmer pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il signe les papiers. » Lena avait répondu, « Il signera, il n'a pas la colonne vertébrale pour faire autre chose. » Nathan ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers son pick-up. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il souriait. Les papiers du divorce furent déposés le lundi matin. Le mercredi, Nathan avait transféré son argent sur un compte séparé et embauché un détective privé pour documenter la liaison de Miles et Lina. Le vendredi, il était prêt à riposter. La première manœuvre fut subtile. Nathan avait découvert quelque chose d'intrigant dans les emails de Lina, un message à sa sœur évoquant la date d'accouchement du bébé. Les calculs étaient décalés de près d'un mois, ce qui suggérait que Lena avait menti sur la date de conception, même à sa propre famille. Nathan transféra l'email à son avocat avec une note, utile pour établir la chronologie de la tromperie. La deuxième manœuvre fut plus directe. Nathan avait appris que Miles fréquentait une salle de sport UP à Beechwood, le genre d'endroit où les cadres allaient entretenir leur physique et réseauter. Il fallut 2 semaines à Nathan pour obtenir un laissez-passer invité grâce à un ami de Victor qui y travaillait. Miles était facilement identifiable, grand, bronzé, portant des vêtements de sport coûteux et faisant la conversation avec un groupe d'hommes plus jeunes qui pendaient à ses lèvres. Nathan l'observa pendant 1 heure, notant ses habitudes, sa routine, son arrogance désinvolte. Le jeudi soir, Nathan l'attendait sur le parking quand Miles sortit.
Miles Rowan. Nathan sortit de l'ombre. Miles se retourna brusquement, son visage passant par la confusion et la reconnaissance. Nathan, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais rencontrer l'homme qui couche avec ma femme. La voix de Nathan était calme, conversationnelle. Je me suis dit qu'il était temps qu'on parle. Écoute, je ne sais pas ce que Lena t'a dit, mais elle ne m'a rien dit. Je l'ai deviné moi-même. Nathan se rapprocha, remarquant que Miles reculait d'un pas. Le test de paternité est revenu. Félicitations, vous allez être père. Le visage de Miles pâlit. Ce n'est pas possible. L'acide désoxyribonucléique ne ment pas, contrairement à certaines personnes. Nathan sortit son téléphone. Tu veux entendre quelque chose d'intéressant? Ta génitrice raconte aux gens que tu n'es qu'une aventure, qu'elle ne quitte pas son mari pour toi. Ce n'est pas vrai. Non. Laisse-moi te faire écouter quelque chose. Nathan lança l'enregistrement de l'appel téléphonique de Lena avec sa sœur. La voix de Lina résonna, cristalline et tranchante. Miles se berçait de l'illusion qu'ils cohabiteraient dans un bonheur domestique, cependant, elle ne renoncerait pas à 15 ans de mariage pour quelques mois d'intimité éphémère. Nathan représentait la fiabilité. Il subviendrait aux besoins de l'enfant. De plus, elle pourrait maintenir Miles comme une distraction. Le teint de Miles passa radicalement du livide au cramoisi. Elle a dit ça, demanda-t-il. Elle profère une multitude de déclarations, comme ton utilité pour flatter son ego, mais rien d'autre. Elle te juge également excessivement immature pour remplir le rôle d'un véritable père. De plus, elle a l'intention de t'exploiter pour une pension alimentaire tout en restant légalement liée à moi. Nathan arrêta l'enregistrement. Il semblerait qu'elle nous manipule tous les deux. Je nourris de l'incrédulité quant à tes affirmations. Alors initie un appel téléphonique à sa personne. Enquière-toi au sujet de la conversation qu'elle a engagée avec sa sœur hier. Vérifie si elle envisage réellement une séparation d'avec ma personne. Nathan rangea son téléphone. Ou, plus pertinent encore, enquête sur la raison pour laquelle elle a enquêté sur les moyens d'obtenir une pension alimentaire de plusieurs pères. Nathan s'éloigna, abandonnant Miles seul sur le parking. Il s'abstint de se retourner, mais il sentait le regard de l'autre homme fixé sur lui. Le lendemain matin, le téléphone de Nathan sonna. C'était Lena, et elle était furieuse. Quelles informations as-tu divulguées à Miles? Nous avons eu une discussion. Un échange d'homme à homme. Il pose des questions. Des questions absurdes. Au sujet de la pension alimentaire et si je te quitte réellement. La voix de Lena trahissait une tension. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu nous manipules tous les deux. Je ne manipule personne. J'essaie de déterminer ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est l'honnêteté. Une vertu que tu pourrais envisager d'adopter? Nathan raccrocha. En quelques heures, la situation dégénéra de façon spectaculaire. Miles confronta Lena sur son lieu de travail, exigeant une confirmation de son intention de quitter Nathan. Lena, prise au dépourvu, prononça une phrase qui précipita le départ brutal de Miles. Le soir, Lena contactait Nathan en larmes. Il a rompu avec moi, sanglota-t-elle. Il a dit que j'étais manipulatrice et qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Tu imagines? C'est à cause de toi. Tu as empoisonné son opinion de moi. Je lui ai dit la vérité. Si cela a empoisonné son opinion de toi, qu'est-ce que cela implique pour votre relation? Lena garda le silence pendant un long moment. Que veux-tu, Nathan? Je veux ta signature sur les papiers du divorce. Je veux que tu reconnaisses que cet enfant n'est pas biologiquement le mien. Et je veux que tu arrêtes de faire semblant qu'on peut régler ça à l'amiable. Et si je refuse? Alors les choses deviendront désagréables. Ton supérieur apprendra ta liaison avec un subalterne. Tes parents seront mis au courant pour l'enfant. Tes amis de l'église sauront que tu as proposé un mariage ouvert. Le ton de Nathan resta ferme. La décision t'appartient, espèce d'ordure. Je suis en train d'apprendre. L'ultime confrontation eut lieu 2 semaines plus tard. Nathan avait organisé une rencontre avec Lena dans un restaurant situé à Little Italy, soi-disant pour discuter de leur séparation. Cependant, à son arrivée, elle découvrit Nathan assis à une table en compagnie de ses parents, de sa sœur et de Miles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le teint de Lena était livide.
Une réunion de famille, déclara Nathan. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Nathan s'était méticuleusement préparé. Il avait réuni des copies du test de paternité, des captures d'écran de SMS et un enregistrement de l'aveu de Lena, reconnaissant qu'elle avait comploté pour le tromper sur la filiation de l'enfant. « Je ne comprends pas », articula la mère de Lena, fixant les résultats du test. « L'enfant n'est pas de Nathan. »« C'est compliqué », dit Lena en s'affaissant lourdement sur une chaise. « Non, ce ne l'est pas », rétorqua Nathan. « Votre fille a une liaison depuis plusieurs mois. Elle a conçu un enfant avec son amant et a essayé de me faire élever cet enfant comme si c'était le mien. »« Lena, est-ce que c'est vrai ?» demanda son père. Lena balaya la table du regard, observant les visages des personnes qui lui avaient témoigné amour et confiance. « J'ai commis des erreurs. »« Des erreurs ?» intervint Miles pour la première fois. « Tu m'as dit que tu allais le quitter. Tu m'as dit qu'on serait ensemble. J'essayais de déterminer quelle était la meilleure chose à faire. Tu essayais d'exploiter les deux options, affirma Nathan. Me garder pour que je paie les factures pendant que tu faisais semblant d'être heureuse avec Miles. Quand ça s'est avéré impossible, tu comptais sur moi pour élever son enfant pendant que tu te faisais entretenir par nous deux. C'est faux. Alors explique ça. Nathan déposa des emails imprimés sur la table. Tes messages à ta sœur où tu disais qu'il fallait me garder comme plan B. Tes conversations avec Miles sur la façon de maximiser la pension alimentaire. Tes recherches sur les lois concernant la fraude à la paternité. La sœur de Lena prit l'un des emails et le lut. Mon Dieu, Lena, qu'est-ce qui t'a pris? Je pensais à ce qui était le mieux pour l'enfant. Tu pensais à ce qui était le mieux pour toi, déclara Nathan. Comme toujours. La confrontation dura 2 heures. À la fin, Lena resta seule à la table, tandis que sa famille digérait les révélations qu'elle venait d'apprendre. Miles était parti après l'avoir traitée de menteuse et de manipulatrice. Ses parents s'étaient excusés et s'étaient éclipsés, muets de stupeur. Sa sœur s'était contentée de secouer la tête et de partir. « Tu es content maintenant ?» demanda Lena à Nathan. « Non. Mais je suis libéré. » Nathan se leva. « Signe les papiers, Lena. Que ça se termine ici. Et si je refuse? Alors, dès le lendemain, votre supérieur sera mis au courant de votre affaire. Vos collègues prendront connaissance de l'existence de l'enfant. Vos fréquentations ecclésiastiques apprendront votre proposition de mariage public. » Nathan enfila son manteau. « Vous m'avez enseigné une leçon importante, Lena. Vous m'avez enseigné que la bienveillance est insuffisante. Parfois, il faut faire preuve de fortitude. » Nathan quitta le restaurant et s'aventura dans la nuit glaciale de Cleveland. Derrière lui, il pouvait entendre les lamentations de Lena. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment de triomphe, simplement une profonde et lancinante fatigue. Son téléphone émit un bourdonnement. Un message de Victor. Comment cela s'est-il passé? Nathan rédigea une réponse. C'est terminé. Excellent. Rejoins-moi au gymnase Sullivan. J'ai une personne que je souhaite te présenter. Nathan traversa la ville, passant devant la maison qu'il avait autrefois considérée comme son foyer, devant l'usine où il avait consacré 15 années de sa vie. Le gymnase était animé malgré leur tardive, grouillant d'hommes qui évacuaient leur colère sur des sacs de frappe et les uns sur les autres. Victor était en conversation avec un homme que Nathan ne reconnaissait pas, plus âgé, impeccablement vêtu, doté de cette assurance qui émane de la prospérité. Nathan, voici David Kane. Il dirige une entreprise de construction. Il recherchait quelqu'un pour gérer ses opérations à Cleveland. Kane tendit la main à Nathan, l'examinant avec des yeux perspicaces. Victor m'a dit que vous cherchiez un nouveau départ. Quelque chose dans le genre. J'ai besoin d'un homme capable de diriger des équipes, de gérer des projets et de résoudre des situations ardues. Victor assure que vous avez le potentiel. Nathan scruta le gymnase, observant les hommes qui avaient trouvé leur fortitude de la manière la plus difficile qui soit. Quand est-ce que je commence? Lundi, si cela vous intéresse. Cela m'intéresse. Kane acquiesça et s'éloigna. Victor tapa sur l'épaule de Nathan. Un nouveau travail, une nouvelle vie. Comment cela se manifeste-t-il? Comme si je me réveillais enfin. Nathan consacra l'heure suivante à frapper le sac de frappe, expulsant les restes de sa rancœur. Après cela,
Il éprouva une sensation de vide mais de propreté, comme si une fièvre avait enfin cédé. Les documents de divorce furent signés la semaine suivante. Lina déménagea chez sa sœur, isolée et enceinte d'un enfant dont elle n'avait pas les moyens de s'occuper. Miles avait été muté à la succursale de Chicago de l'entreprise, ne souhaitant aucune association avec la situation qu'il avait facilitée. Nathan ne revit jamais son ex-épouse. Il apprit par des connaissances communes qu'elle avait donné naissance à un fils, qu'elle avait du mal à subsister seule, qu'elle avait essayé de contacter Miles pour obtenir de l'aide, mais il avait bloqué son numéro. Il ne tira aucune satisfaction de son affliction. Il ne ressentait rien du tout. 3 mois plus tard, Nathan traversait un chantier de construction lorsque son téléphone se mit à sonner. C'était un numéro inconnu. « Nathan, c'est moi. » La voix de Lina était faible, vaincue. « J'ai besoin d'aide. L'enfant ne va pas bien, et je n'ai pas les moyens de payer les frais médicaux. Je sais que je n'ai droit à rien de votre part. Mais vous avez raison. Vous n'avez droit à rien de moi. S'il vous plaît, je suis désespéré. Je n'ai pas d'autre recours. » Nathan se tenait au milieu du chantier, entouré des bruits des hommes construisant quelque chose de nouveau. « Vous avez fait votre choix, Lina. Vous avez choisi de mentir, de tromper, d'exploiter les gens. Maintenant, vous devez en supporter les conséquences. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais l'enfant n'a commis aucune transgression. Non, il n'en a pas commis. Mais il n'est pas de ma responsabilité. Il ne l'a jamais été. » Le ton de Nathan était calme, définitif. « Contactez son père. Contactez Miles. Peut-être qu'il vous aidera. Il ne répondra pas à mes appels. Alors vous feriez mieux de trouver une autre solution. » Nathan coupa la communication et rangea son téléphone. Autour de lui, la construction se poursuivait. Des hommes érigeant quelque chose de substantiel, quelque chose qui durerait. Il reprit son presse-papier et retourna à son travail. L'homme qui avait été prêt à tout sacrifier par amour avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus résolu, de plus insensible, mais infiniment plus puissant. Quelqu'un qui comprenait que la bienveillance sans limite n'était qu'un autre terme pour désigner la faiblesse. Quelqu'un qui ne confondrait plus jamais être bienveillant avec être méritant. Jeg er nødt til at gå efter, men problemet er jo, hvis jeg sejler alt for langt. Jeg begynder at stress. Mods, kan vi få en stress-raffle? Please. De er allerede ved en blaze-spawner. Ej, jeg er knækket. Damage chat, ja. Stress-gambling lige nu. Ja, det bliver vi nødt til. Okay, portal her. Måske vi kan bruge det til noget. Maybe. Kan jeg kan godt sove nu, right? Fordi, bed. Black bed. Gå nu væk. De er jo i Nethern. Sov. Tak. Stress-gambling er smart, ja. Hvorfor har I lavet en raffle for 2 points? Hvad fanden? Nu hører vi bare hele det her album også. Og jeg har ikke tid til at skifte, fordi jeg skal stresse over, at jeg skal vinde. Problemet er, hvis de loader mine ting nu, så despawner lortet jeg også. Så var cooked. Okay, jeg skal have den her lava-portal til at fungere. Nether-portal. Okay, jeg tager det der. Vi har 2 obsidian. Jeg tager gerne de der guldsvær. Dem kan jeg bruge til trade med. Okay, jeg skal have den her væk. Og så skal jeg... Jeg har faktisk nok. Fint. Hvor lang tid er det her? Det tager 40 sekunder. Jeg ved faktisk, hvorfor er det egentlig Drake? Hvorfor er han på? Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Jeg kan jo risikere at stå her i 10 minutter. Ej, den er tæt på nu, right? Kan vi ikke lige få en ordentlig raffle også? Det kunne være nice. Jeg kan godt lide, der er en, der inde ved Bani, der skriver, eller inde ved Fejni, der skriver, synes jeg er lidt af guardseed kørende. Det synes jeg sat med os, de har. Det er jo legit max luck, at de bare instant spawner i et fortress, by the way.
Det er sgu for sygt til mig, det mener jeg. De når at gennemføre, før du er done med det der. Ja, det er lige ved. Okay, instant flint har til gengæld. Så langt, så godt. Okay, flint and steel. Den der kan vi lige... Så kan vi bare lige gøre... Det der... Der er ikke sådan request her, nej. Okay, nice. Jeg har sgu waypoints på, gutter. Det er sgu fint. Vi lever. Det er fandme curling, men det er, hvad det er. Det er max win. Vi har spawnet os kun 80 meter fra, så det er low-key nice. Problemet er bare, at jeg skal navigate igennem det her lort. Okay, nu skal vi lige være ops her. Ups. På lava. Ikke stress, tag dig god tid. De prøver at psych dig, du kan sagtens. Tak. Vi håber det stadig er der. Ja, hvis det ikke er det, så er vi fucked. Din Spotify kukker. Jeg er heller ikke sur på det her lige nu, det må jeg indrømme. Altså, at jeg ikke er minet ind i en lava endnu, det er legit næsten imponerende, føler jeg. Er du god? Nej, ikke lige nu. Det må jeg sgu indrømme med et. I'm on a race against time. Men spørgsmålet er jo ikke... Altså, jeg ved jo, Bani, han kan godt lide at køre let's play segmenter, hvor han bare ikke laver noget i Minecraft. Så det kan godt være, at de ikke går efter at gennemføre lige nu. Men der er nogen, der har snitchet og fortalt, at jeg er i gang med det. Det skulle virkelig heller ikke undre mig, at det der fortress, de spawnede i, det er det fortress, jeg har fundet på Quartz. Eller ikke på Quartz, hvad hedder det sådan... Det er sat med max loss. Det kan der næsten ikke